Eh ben, on va commencer par les numéros 1 de la VO. Bon, ben, je m'étais trompé. Donc, ce n'est pas Image, c'est Dynamite. Donc, un titre indé, plus particulièrement avec Dynamite, quatre titres Marvel, dont trois qui sont directement tirés de Shadows of Tomorrow et un qui est tiré de Feu Imperial. Et enfin, un titre Star Wars Dark Maul. Et on va tout de suite commencer avec Gaston. Alors, si vous avez suivi un peu l'actualité, c'est clairement pas la première fois qu'il y a un titre Disney, hein. Alors, il y a pas mal de titres Disney au sens large, notamment par exemple du Lilo et Stitch, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même plus axé Disney Villains, comme ils l'appellent justement, où on se focalise sur un méchant d'une histoire. Donc c'est comme ça que vous avez déjà eu Ursula, Scar et j'en passe. Cette fois, c'est au tour de Gaston. Moi, c'est pas forcément une lecture qui m'emballe, j'ai envie de dire. Mais bon, je me suis dit qu'il faut pas mourir idiot. Tôt ou tard, ça serait quand même bien d'essayer. Et Gaston, eh ben, il défonce. Et c'est comme ça que du coup, j'ai attaqué ce numéro 1, Gaston, donc de Dynamite, qui est écrit par Greg Pak et Fred Van Lent et qui est dessiné par Milerna Ciccarello. Au niveau du synopsis, il y a un noble qui offre une récompense à quiconque retrouve son cheval. Gaston, qui est le meilleur chasseur de France, et bien évidemment de la partie. Mais le problème, c'est que le canasson, en fait, il veut le chercher dans les terrains privés du roi. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée, hein, je pense que vous en doutez. Donc, il est arrêté pour intrusion. Gaston risque la tôle, mais le conseiller du roi a une proposition. S'il réussit une mission, il sera libre de partir. Voilà. C'est un peu le pitch de base. Il ne faut pas chercher bien bien loin non plus. En même temps, il s'agit de mini-séries qui s'achèvent à chaque fois très très vite. Ce que j'en ai pensé, bah écoutez, c'était assez sympa. Niveau scénario, on n'a pas des tonnes de choses à dire, hein. On va pas se mentir. Après, on lit surtout le titre pour Gaston. Moi, c'est pour ça que je l'ai lu, et je ne pense pas que je serai le seul. Et Gaston, dans ce titre, il défonce. Franchement, il défonce. Il est clairement comme dans le dessin animé, en mode moi, 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 le plus fort, le meilleur, et mate-moi ses biceps, et tout le tralala. Donc, franchement, c'est cool. Les dessins sont sympas aussi, mais surtout, la colorisation, elle est sympa. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même pas mal les couleurs du dessin animé. On est quand même assez proche, hein, du Disney de manière générale, hein. On retrouve l'ambiance du film sans trop de problèmes. Autre point qui est intéressant, on montre bien que le récit est en France. Alors, vous allez me dire, aux États-Unis, on s'en fout peut-être, mais quand on est français, bah voilà, on est un peu fier quand même, hein. Donc, ça faisait plaisir alors les deux, à lire et à voir, puisque tu as des décors qui rappellent un peu ceux du dessin animé. Or, les décors du dessin animé, les dessinateurs, les producteurs avaient été en France, hein, pour faire des repérages, pour se baser sur les décors français pour créer le dessin animé. Donc du coup, on retrouve un peu cette France du dessin animé, mais on le lit aussi, puisqu'on a le droit à des pardon, des voilà, ou un sacré bleu. Alors, un sacré bleu qui m'a fait perdre au moins 20 minutes parce que ça m'a obligé à faire des recherches. Donc voilà, puisque je me suis tapé ces recherches et que j'ai perdu 20 minutes, vous allez aussi, bon, pas perdre 20 minutes, mais vous allez aussi connaître le fruit de cette recherche. Donc, sacré bleu, qu'est-ce que c'est, Martin? Est-ce que tu sais Tu vois l'étymologie ou d'où ça vient ou... ce que ça veut dire, etc. Sacré bleu. c'est un peu nom de Dieu quoi. Enfin un peu une exclamation quoi en mode. Je sais pas. C'est un peu trop désuet pour moi peut-être. Non, c'est ça le problème en fait, c'est que normalement ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est ce que moi je connaissais. Mais et ça, c'est la définition de sacre bleu. Ah Et oui. là, je te dis qu'on lit sacré bleu. Euh, donc, au niveau de sacre bleu, effectivement, hein, c'est un terme qui est un peu tombé en désuétude et c'est un peu le bon Dieu de bois ou putain de mais en version je lève le petit doigt. Ouais. Euh, on va dire sacre bleu, donc de manière générale, c'est une façon moins blasphématoire de dire sacré Dieu. Et même si on ne l'utilise jamais, c'est ça qui est assez drôle, apparemment, aux États-Unis, on utilise fréquemment cette expression.
Donc voilà, parfois, du coup, ils ponctuent leur texte de cette expression pour dire que vous avez vu, ça se passe en France et on sait que ça se passe en France puisque vous avez vu, ils disent sacré bleu. Mais n'oubliez pas, hein, la vision des États-Unis de la France, 9 fois sur 10, ils se plantent déjà sur le symbole de la royauté. Donc voilà. Donc là, j'ai envie de dire, ça passe puisque l'histoire se passe au Moyen-Âge. Voilà, ils utilisent une vieille expression et au Moyen-Âge, là, pour le coup, ça passe. Par contre, le sacré bleu, ne me demandez pas pourquoi. On parle de réinterprétation anglaise de l'expression réelle. Donc, c'est les Anglais qui réinterprètent l'expression réelle, qui est donc sacre bleu. Mais j'ai pas compris pourquoi les Anglais sont partis là-dedans. Voilà, c'était le petit cours étymologique et historique. Mais bon, Gaston, c'était sympa. Ouais, tout ça pour dire que Gaston, c'était sympa. Bah non, il a pas fini le canasson, c'est pas fini encore. Tu t'en doutes. On commence seulement. Ouais, voilà, les ricains s'y connaissent à mort en Moyen-Âge en France. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait une tour Eiffel, bien évidemment, en plein milieu du village. C'est l'heure de la guerre des étoiles. Euh, Vas-y. Attends. Vas-y. dans pas trop longtemps, pas très loin de chez nous, il y aura la série Moll qui va sortir sur Disney+. Série d'animation. Et voilà, comme souvent avec Star Wars, un petit comic préquel. Donc là, c'est pas le. Voilà, cette fois-ci, ben, Moll ne fait pas exception à la règle. Donc, Shadow of Maul, c'est écrit par Benjamin Percy et dessiné par Luis Guerrero et Madibek Moussabekov. Euh, Habituellement, je pourrais être plutôt bien placé sur ah oui, je connais tel personnage, ça se passe à telle époque. Enfin bon, si là ça se passe peu de temps après l'avènement de l'Empire. Mais après, au niveau des personnages, on est très vite largué avec des personnages qu'on ne connaît pas. Puisque je doute qu'ils auront peut-être plus une importance bah, dans la série. Donc voilà, pour une fois, je suis un peu largué dans un truc que je ne connais mais vraiment pas du tout. Euh, et ça va sympathique, même si pas sûr que ce soit si utile que ça. De toute façon, je reparlerai de la série quand elle sortira, je pense. Je ferai un petit bilan dessus parce que, au vu des bandes annonces, tout ça, ça a l'air d'être au moins très joli. Donc peut-être que ça vaudra le coup que j'en parle. Mais ouais, voilà, comme dit Mac, un comic qui sert peut-être un peu à rien. Oui, hein, en général, ce sont les tie-in un peu préquels, que ce soit pour les films ou pour les séries. Ça peut être sympathique, ça peut ajouter des choses, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça vaut vraiment le détour? En général, on a la réponse qu'après, voilà, une fois que la série est sortie. Mais bon, c'était plutôt bien dessiné, l'histoire se lisait plutôt ok. Donc en vrai, sympathique, mais je vais pas vous mentir, c'est vraiment si vous êtes fan du personnage ou de Star Wars. Au-delà de cette zone un petit peu, pas sûr que ce soit nécessaire, même si, voilà, comme je l'ai dit, ça reste une lecture plutôt sympa. Alors, c'est peut-être une question idiote, mais c'est un préquel ou il est encore revenu d'entre les morts? Alors, en fait, depuis qu'il est revenu d'entre les morts, il n'est pas remort. Je sais pas Hein? si. Bah, Genre, pourquoi ils l'ont fait ressusciter? ah oui, ça fait un moment qu'il est revenu, Dark Maul. Ah, moi, la seule fois où je l'ai vu revenir, c'était quand même il y a très longtemps. On le revoyait avec des jambes robotisées et je Oui, crois qu'il se dirigeait sur Tatooine. Mais il était remort depuis mais longtemps c'était à ce c'était moment-là. quoi? C'était dans un comics ou. Oui, Ah oui, voilà, mais ça c'était peut-être un truc pas canon. Je me demande pas. Et il affronte Obi-Wan, non? Dans le désert, c'est pas un truc ça, comme ça? absolument. Oui, voilà, donc ça faisait partie d'un bouquin fait plus par des concept artistes et des machins, donc ça n'a jamais été Ah, canon, entre autant pour guillemets, moi. mais son retour a été canonisé par Clone Wars, donc dans la série Clone Wars, il revient, il a les jambes un peu robots, araignées, machin, puis après il y a tout un arc avec lui, et là on est en plein dans l'arc, voilà, donc il est revenu pour de vrai, voilà. Bon, je suis désolé. Alors, petite digression parce que voilà, je suis quand même curieux. Comment ils ont expliqué ce retour Alors ça fait longtemps que j'ai regardé les épisodes. En gros, c'est. Moi, j'aime bien le résumé, hein. Il était trop énervé pour mourir. Ce qui est un peu ridicule. Mais
comme le côté obscur se nourrit de la colère, de la souffrance et machin, tu peux te dire que avec le côté obscur, il était en mode je veux me venger, et ça l'a maintenu en vie. Après, il a été rafistolé par des trucs et des machins, ils lui ont donné des jambes robotiques, mais bon, après, il était pendant des années, il était complètement fou, son esprit était brisé, machin, mais voilà. Donc un peu de cybernétique, un peu de côté obscur, plif plaf plouf, et voilà. Ok. Et puis bon, le personnage, ils auraient jamais dû le tuer de base, c'était plus ça l'erreur, mais bon. Donc voilà, j'aime pas trop faire Ah oui, revenir ça, les. d'accord, mais Voilà. oui. Ouais, moi non plus, j'aime pas Ça, quand ils font revenir des persos à la vie, mais je suis prêt à accepter cette balle si c'est pour avoir. Et derrière, ce qu'ils ont fait avec le personnage était bien, donc je suis prêt à mettre ça de côté. Ok, ok, ok. Je crois que c'est à moi maintenant. Génération On X23. passe à Génération X23, donc écrit par Jody Hauser et dessiné par Rakopo Kamani. Donc il s'agit encore une fois d'un des titres lancés dans le cadre de Shadows of Tomorrow. On avait fait le point la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est de nouveau un titre qui est lancé par rapport à cette nouvelle vague, ce nouveau relaunch Marvel. Donc cette fois, on se concentre sur Laura et Gabi qui vont rencontrer qui vont rencontrer plein de nouveaux personnages, en fait, que ce soit des héros ou des vilains. Mais c'est vrai que le synopsis, en fait, il est assez commun. Franchement, il est en mode prise de risque zéro. On te dit que ça tourne autour de Laura et Gabi. Il y a des personnages qui arrivent et voilà. Franchement, plus bateau que ça, c'était voilà. C'est pas le synopsis qui allait nous aider à avoir envie de lire le titre, on va dire. Mais le titre en lui-même, sinon, bah, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, je l'ai trouvé plutôt cool en fait. Les dialogues sont sympas, il y a un bon petit rythme et les dessins passent très bien, donc notamment les combats qui ont une mise en scène assez dynamique. Et je pense que vous l'avez compris, c'est un numéro quand même assez nerveux, hein, assez tourné vers le combat, donc avec une mise en scène d'autant plus soignée. Le coup de la ligne temporelle sans dessus-dessous n'a rien de nouveau, mais mis en scène de la sorte, donc avec des sortes de vitraux. Attendez, je crois que j'avais mis des images, je vous montre ça. Donc avec des sortes de vitraux, je trouve que ça apporte quand même un petit quelque chose. Je trouve ça très sympa. Donc voilà, les vitraux, c'est sur les deux images du dessous. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, en fait, il s'agit d'un même personnage découpé par des vitraux et chaque couleur des vitraux vous montre une période différente du personnage. C'est pour ça qu'à un moment tu le vois jeune, à un moment en mode tête de mort, limite à un moment en mode bébé. Voilà, ça en termes de mise en scène, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Pareil, niveau dessin, ça permet aussi de proposer quelque chose de différent, j'ai envie de dire, de faire sortir le titre du lot. Euh, Après, moi, c'est vrai que j'imaginais pas forcément un problème d'ordre temporel dans une série X23. Ce problème d'ordre temporel chez X-Men, grand classique, pas de problème. Une série X23, aucun problème. Mais c'est vrai que les deux ensemble, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais imaginé. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que le personnage du X23 est quand même un peu plus nerveux à la base. Donc on aura plus tendance à lui donner quelque chose sur lequel elle peut taper, quoi, se faire les griffes, comme on dit. Donc là, c'est pas forcément l'approche qu'on va avoir, mais j'ai envie de dire pourquoi pas, à voir. Donc un premier numéro plutôt intriguant, j'ai envie de dire. Alors, oui, j'ai vu vos messages dans le chat. Oui, en effet, tout l'arc Imperial qui est lancé par Jonathan Hickman, que nous avons couvert sur la chaîne, ben, en fait, Pour rien. voilà, ça ne sert à rien. Alors, je pense qu'on verra sortir dans les semaines qui viennent ce qui était déjà en cours, hein, ce qui était déjà dans le processus d'écriture ou de dessin, etc. Mais ce qui devait être voilà, développé, conclu par l'événement Imperial et voilà toutes les séries qui en découlent, ben en fait vous oubliez. Voilà. Ce qui fait que quand je l'ai vu dans la liste des sorties, je me suis dit bon, vous savez que sur la chaîne on a une grande tirer sur sur les ambulances, c'est une grande histoire. Et je me suis dit bon, Après, oui, pardon, vas-y, vas-y. non mais ce que je voulais dire c'est que voilà on va peut-être un peu
pas tabasser un homme qui est à terre, mais voilà, on est sur l'autoroute, on vient de voir un accident passer, et on peut pas s'empêcher de regarder quoi. Donc j'ai lu le Imperial Guardians tel l'accident sur l'autoroute quoi. Après, pourquoi il est sorti? Bah, il était déjà fait, c'est aussi simple que ça, Voilà. hein. Marvel ne veut pas perdre des sous, donc ne veut pas proposer des titres qui vont pas se vendre, bah, sauf si le titre en question est déjà fait. Et là, c'est le cas. Le titre est déjà fait. Voilà. Donc c'est pour ça que ce titre existe. Et pourquoi je l'ai choisi? Déjà parce que bah, ayant lu Imperial, bah, ça me faisait chier de pas, enfin, d'aller jusqu'au bout. Bon, bah, j'ai été impliqué dans l'event, je le trouvais plutôt cool, etc. Ça m'a fait chier qu'ils arrêtent ça pour rien du tout. Donc je me suis dit, bon, on va voir si ce qu'ils auraient dû mettre en place était bien ou pas. Bon, après, ça reste une série sur tout ce qui était prévu, donc c'est peut-être pas représentatif. Mais bon, voilà, c'est le chant du cygne, comme on dit, pour lui dire au revoir. Euh, on avait déjà Au eu chant de un. yoga, si t'es en mode Senseiya. Voilà, Je pense que c'est, je le glisse. donc moi j'ai pas la ref, mais je pense que des gens sur le chat l'auront. Euh, Il y avait déjà eu un numéro Imperial Guardians dans l'événement Imperial qui s'appelait. C'était Imperial War. J'ai déjà oublié le nom. C'est terrible. Enfin voilà, il y avait déjà un numéro tie-in Imperial Guardians avant que la série Imperial Guardians ne se lance, enfin ce qui s'était prévu. Donc, alors quand même, par Dan Abnett, qui a quand même fait des très bons trucs du côté de Marvel Cosmic, notamment au niveau des gardiens. Il me semble qu'il a bossé sur Annihilation, tout ça. Donc, bon, c'est pas son coup d'essai pour l'univers cosmique chez Marvel. Et c'est dessiné par Rachel Rosenberg. Euh, Bon, les dessins, j'étais pas méga conquis. Ça dépendait, mais bon, certains visages, je les trouvais un petit peu bizarres. Après, en termes de dessins plus globaux, en termes d'action, de décor, ça allait. Mais au niveau des têtes, des fois, j'ai un peu du mal, ou ça manque un peu de détails, etc. Donc, globalement bien, mais avec quelques points spécifiques que j'ai pas trop aimé. Mais bon, on répète tout le temps, les dessins, c'est quand même très subjectif au niveau des critères d'appréciation. Donc voilà, je vous laisserai juger par vous-même. Euh, et puis après, au niveau de l'histoire, voilà, c'est tout simplement remplir un peu plus ou moins le rôle qu'avaient les Gardiens de la Galaxie avant, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être un petit peu les outsiders, les pecnos un peu délaissés pour compte, mais cette fois-ci, ce sont un petit peu une sorte de force commando de la nouvelle Alliance Galactique, donc avec le Wakanda, avec les Kree et les Skrulls, les Shi'ar, enfin voilà, c'est toute la nouvelle formation de l'univers qui avait été amorcée par Imperial, l'event Imperial. Euh, voilà, cette fois-ci c'est un espèce de alliance de gouvernement et les gardiens impériaux sont voilà ceux qui sont un petit peu chargés de faire des missions un petit peu trop délicates. Et voilà, c'est comme d'hab, si on vous découvre, on vous désavoue, etc. Enfin, voilà, le truc classique à la mission impossible où on t'envoie un peu au casse-pipe et si ça part en couille, on n'a jamais entendu parler de toi. Euh, c'était ok, mais je dirais sans plus. Je pense aussi qu'il y a l'état d'esprit où je me dis en fait je lis un truc que je sais être déjà condamné d'avance, donc j'étais pas méga investi. Donc Ça j'avoue que joue. ça joue pas en sa faveur. Euh, et pourtant c'était pas trop mal quoi. C'est bon l'équipe qui est envoyée par des missions par Maximus, des Inhumains, donc bon pas un gars très très digne de confiance. Et donc il y avait tout un truc où voilà. Gamora est d'accord pour prendre la tête de l'équipe en obéissant à ce que dit Maximus, mais tout en parallèle enquêtant sur lui parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas lui faire confiance, etc. Le roster de personnages est plutôt cool. Voilà, on a Gamora, on a Captain Marvel, on a un Ghost Rider cosmique qui est aussi un Punisher à la fois en même temps. Enfin, c'est un peu un truc un petit peu genre je mélange tous les jouets ensemble, mais c'est cool. On a aussi Amadeus Cho, etc. Donc roster plutôt sympa. Je pense qu'il y aurait pu avoir matière pour faire des trucs sympas. Mais voilà, juste avec là un numéro, on sait même pas si on aura un deuxième. Bon, bah oui, c'est plutôt sympa, c'est cosmique, il y a des explosions, il y a des machins. Mais c'est l'accident sur le bas de la route, quoi. On regarde 2 secondes et puis on continue. Alors, je regarde parce que je peux répondre, je pense, pour cette série, comment ça va se passer. Euh,
pour sur un deuxième. Pour Imperial Guardians, elle est passée de série régulière à mini-série. Donc ça Ok, sera bouclé en 5 numéros. bon, c'est déjà ça. J'ai envie de dire, oui. On va dire que ça aurait pu être pire. Ouais. Autre titre de Shadows of Tomorrow, donc Moonstar, écrit par Ashley Allen et dessiné par Eduardo Audino. Au niveau du synopsis, on part du principe qu'il y a une arme ancienne, pardon, une arme ancienne et maudite qui a été volée. On vient donc chercher Danny Moonstar pour la retrouver. Je dois avouer que j'ai été plutôt surpris par le titre. Alors déjà, Moonstar n'est pas le personnage que je connais le mieux. Euh, et ce qui est génial, c'est qu'on sent que l'on a envie d'accompagner le lecteur. Vraiment. On donne beaucoup d'explications. On donne tout le contexte autour du retour du personnage chez lui. On prend le temps de mettre les personnages en place, quitte à vraiment rajouter quelquefois quelques cases pour dire quelque chose qui était peut-être évident pour d'autres personnes. Mais moi qui viens de débarquer, bah, franchement, j'ai réussi à tout suivre à peu de choses près. Donc au final, il y a juste son lien avec Asgard qui est assez flou. On sait qu'elle sait des choses que les autres ont visiblement oubliées, mais c'est à peu près tout. Pour le reste, ils n'ont pas trop creusé dans ce premier numéro de Moonstar. Il faut donc prendre quand même cette information pour argent comptant, mais bon, c'est un comics, donc j'ai envie de dire prendre des éléments non lus pour argent comptant, normalement c'est la base, je pense que vous avez un peu l'habitude. Il n'y a donc rien de bien dérangeant là-dedans. Franchement, ne pas connaître le personnage et juste être paumé sur ce point précis, c'est vraiment pas grand-chose. C'est plutôt agréable. Ça prouve qu'ils ont quand même fait un bon taf, encore une fois, pour accompagner les nouveaux lecteurs, dont je fais partie, pour une fois. Mais ce qui m'a le plus surpris reste le fait que le titre soit assez complet. On a quand même de bons dialogues, un début de construction de personnages, une intrigue qui est déjà en place, une petite scène bien forte, de l'action, mais aussi de l'attendrissement, le tout avec des dessins corrects. Franchement, c'était pas dégueu comme numéro. J'ai vraiment été surpris. Perso, je ne vais pas lire la suite, mais plus par manque de temps que par désintérêt. Donc, ouais, franchement, en gros, un numéro très sympa. Je pense qu'il va réserver son petit lot de surprise et que il devrait satisfaire la plupart des lecteurs. Clairement, très sympa. Ah, un petit peu moins sympa maintenant. Enfin, moins sympa, c'est un grand mot. Donc, X-Men United, donc, écrit par Yves L. Ewing et dessiné par Thiago Palma. C'est le dernier titre en date hein, qui avait été annoncé dans le cadre de Shadows of Tomorrow. Et c'est le dernier titre en date aussi de Shadows of Tomorrow qui a été publié. Au niveau du synopsis, réfléchissez pas trop. On veut tout simplement réouvrir une école pour mutants. C'est aussi simple que ça. Donc, ben, on repart comme en 14, clairement. C'est exactement ça. Il n'y a vraiment rien de nouveau. La seule différence avec, j'ai envie de dire, les anciens X-Men où ils étaient bah, dans une école, c'est que bah, dans les tout premiers X-Men, les X-Men avaient leur caractère, mais au moins ils écoutaient le professeur X. Tandis que là, voilà, on a des étudiants, mais qui sont plus casse-couilles qu'autre chose. Donc ils foutent le bordel, genre première journée, t'as déjà un mec à l'infirmerie. Quoi. Donc c'est, voilà, pour vous donner un petit peu le ton. Je suis peut-être un peu sévère sur cette série parce que c'est vrai que, bon, déjà de base, je peux pas vraiment dire qu'elle m'emballait énormément. Les dessins sont bons, mais ouais. Je dis bon parce que moi, je suis une bille en dessin, mais je les ai pas trouvés exceptionnels, on va pas se mentir. Donc ça, plus le synopsis quand même bateau, plus le fait que le titre n'apporte pas grand-chose. C'est pas qu'il s'y passe rien, hein. Il s'y passe beaucoup de choses. On a clairement envie de construire quelque chose. Hein. Mais il n'y a rien de nouveau, quoi. Tu reprends tous les X-Men avec lesquels tu sais pas quoi faire, tu les refous à l'école et tu recommences. Et j'ai pas envie de les revoir à l'école, en fait. Je crois que c'est surtout ça. Je pense que si vous n'avez rien contre le principe, il y a moyen que le titre vous plaise. Hein. Attention, j'ai pas dit que c'était mauvais. Mais c'est vrai que moi, dès lors que j'avais pas envie de les retrouver à l'école, de me les retaper encore une fois à l'école et qu'il n'y ait strictement rien de nouveau là-dedans, hein. C'est vraiment les profs, les élèves, si ce n'est que les élèves n'écoutent pas. Franchement, pour le reste. Donc, j'avais envie de dire assez déçu, mais je voulais limite, il m'intéressait pas déjà de base. Donc, je peux pas vraiment dire que j'ai été déçu.
Mais ouais, clairement, on peut pas vraiment dire que c'est pas un titre. Bah, on peut comparer avec celui d'avant, tu vois. On te sort un personnage qu'on n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps, en la personne de Moonstar. On te le remet en avant, on se fait chier à créer quelque chose, à accompagner le lecteur. Je vois un petit sentiment quand même, un peu prise de risque quand même, hein. Et là, on repart sur le truc de l'école avec les X-Men. Ah, donc là, c'est l'inverse, prise de risque zéro. Ouais, non, clairement, c'est le titre le moins novateur de tous ceux que j'ai lus jusque-là. Donc, finir par ça, c'est un peu dommage. Parce que là, ils auraient dû du coup appeler le relaunch Shadows of Yesterday et pas Shadows of Tomorrow, tu vois, parce que c'est de la redite. Encore et encore et encore. Mais celui-là, moi, je l'avais lu aussi pour le coup, je me suis laissé tenter. Oh! Oh, pardon. Non, mais je peux pas rajouter grand-chose si ce n'est qu'en fait, vu que moi Ah bah si, je. parce que peut-être que tu as un avis différent, parce que moi déjà de base j'avais pas envie de le lire. Ben, en fait, comme j'ai toujours été un peu intimidé par les 10-15 dernières années X-Men chez Marvel, parce un coup Krakoa, un coup Genosha, un coup ça explose, un coup ils refont des trucs. Enfin, c'est un truc que je ne. Tout ce qu'a fait Hickman, enfin, ça a l'air titanesque. Et en fait, donc du coup, je ne connais rien, très peu de choses, et du coup, je suis un peu arrivé là en mode peut-être moins blasé par le fait de les revoir, ouvrir une école et tout ça. Et oui, les dessins étaient sympathiques et tout ça, mais j'ai rien de tout trouvé. J'ai pas trouvé le truc dans le numéro qui m'a fait dire ah ouais c'est cool ou je sais pas quoi. J'ai juste un peu survolé le machin et c'est tout quoi. Et c'est ciao. Ok. Donc bon, pas grand chose à dire. Sympa sans plus. Bon, il n'y a pas que moi quand même alors. Ok, ok, ok.